étiez d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de SAS Débat, saison 1, épisode 88. 88 comme le nombre de touches sur un piano. 52 touches blanches et 36 touches noires, tout simplement. L'armée israélienne a lancé une vague de frappes à travers le Liban suite aux menaces de Benjamin Netanyahou contre le Hezbollah. Tsahal doit-elle frapper Beyrouth en réponse aux attaques de drones? Débat dans quelques minutes. La chaîne israélienne Cannes révèle une rencontre entre le chef du Shin Bet et Mohamed Dahlan, figure palestinienne en exil aux Émirats Arabes Unis. Quel enjeu derrière cette rencontre? Décryptage avec Claude Moniquet. Mohamed Ben Salman a déclaré au leader évangélique et proche de Donald Trump, Mike Evans, qu'il était prêt à reconnaître Israël aujourd'hui, mais que son père restait un obstacle. Débat normalisation à 21h30. Et nous conclurons cette belle émission par le tour de l'info et la carte blanche de Julien Assal. Je vous présente sans plus tarder les 4 débatteurs qui vont vous accompagner durant cette heure. SAS Débat, saison 1, épisode 88 en compagnie de Marilyn Smadja. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous? Bien, j'ai un cadeau pour Ross. Dites-moi. J'espère qu'il m'entend là. Alors, attendez. Déjà, il y a une présentation des invités, donc on n'a pas encore présenté Ross. Pas de problème. Ah ben, Ross, t'es là, j'espère. Donc, ok. Juste un petit cadeau. Ross, un cadeau pour nous tous, en Ross, fait. Je n'étais pas au courant. Allez-y, dire bonsoir Non. Ross, qu'on salue évidemment. Voilà, c'est une surprise de notre amie Marilyn. Cite, bonsoir Caroline Smadja. Sportesse, je vais vous m'avez totalement... Moi, je veux bien la prendre dans ma famille. Vous m'avez totalement perturbé, Marilyn. Allez-y, on vous écoute. Ross, je vous salue. Et évidemment, je n'étais pas au courant. Et Barbara de cette aussi, happening. on salue Barbara. Barbara, alors, qui n'est pas là encore. Alors, il n'était pas prévenu, mais je pense que c'est important pour nous tous, puisqu'il y a eu pas mal de débats autour du sujet. Alors, donc, le procureur de la CPI, donc Karim Khan, affirme: il n'y a aucune preuve de génocide à Gaza et il serait irresponsable de céder à la pression populaire sur la question de la reconnaissance d'un génocide. Alors, nous ne céderons pas à la pression populaire de qui que ce soit et ni aux déclarations négationnistes, etc., de ces dernières semaines. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une bonne nouvelle pour nous tous, c'est-à-dire que si des gens doivent lutter contre l'extrémisme, ça sera contre le terrorisme et pas pour des questions de génocide contre Israël. Marilyn Smadja est avec nous ce soir en face de vous. On l'a dit, Caroline Sportess. Comment ça va, Raphaël? Ça va et vous? Ça va bien. Alors, d'habitude, je vous fais réagir à une information. Votre information, ça y est, on l'oublie. C'est bon. On passe à la vôtre, Caroline Sportess. L'ancien chef de la United Synagogue du Royaume-Uni, Jeremy Jacobs, fait son alia en raison de l'antisémitisme dans son pays. Il a déclaré, je cite, « J'ai perdu confiance en la société britannique. Ses origines, ce monsieur en Grande-Bretagne, remontent aux années 1850. » Je sais. Oui, je sais. C'est extrêmement inquiétant. On sait que la communauté juive anglaise est la deuxième communauté la plus importante d'Europe. Et si les grandes figures quittent en fait leur pays, c'est que vraiment, je pense qu'on a une vision encore en deçà de la réalité de l'antisémitisme, parce que c'est bien, bien plus grave que ce que l'on imagine, parce qu'il a déclaré, Jeremy Jacobs, que c'était invivable, que c'était incontrôlable. Évidemment qu'il a subi des actes antisémites, il s'est fait prendre à partie alors qu'il était avec ses petits-enfants, etc. Et donc, il vend tous ses biens, il récupère son argent et il arrive en Israël. C'est une joie de l'accueillir en Israël, mais c'est quand même très inquiétant pour les Juifs de la diaspora. Et à Paris, j'accueille ce soir Barbara Lefebvre. Bonsoir Barbara, comment allez-vous? Ça va fort bien, et vous-même? Ça va très bien. On a eu ce petit happening de Marilyn Smadja en début d'émission. On va parler avec vous cette fois de politique française, Barbara, pour ouvrir l'émission. Loin derrière Jordan Bardella, l'écart dans les intentions de vote pour la présidentielle de 2027 entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon s'est nettement resserré, selon un baromètre Odoxa pour Public Sénat ce mardi. Alors, quel serait, selon vous, l'adversaire le plus facile à battre pour Bardella ou Marine Le Pen? Non, mais je veux bien répondre à votre question, mais je ne sais pas si, compte tenu de la situation, si c'est vraiment la meilleure des questions à poser, parce que
Alors, on vous écoute. Vu dans le même, mais dans le même sondage, mais je vais vous répondre. Mélenchon, puisque dans le même sondage Odoxa, l'homme politique qui est le plus, entre guillemets, je mets des guillemets, détesté, c'est-à-dire pour qui les Français vraiment auraient des réticences extrêmement importantes à aller voter en sa faveur, c'est Mélenchon. Donc il fait une percée, il monte dans son électorat parce qu'il continue à grappiller et à surfer aussi sur les réussites aux municipales. Et puis il continue dans sa stratégie, pour l'instant, de tension, de provocation, qui, vous allez le voir, à partir de octobre-novembre, on va retrouver le Mélenchon costard-cravate bisounours. Mais en tout cas, jusque-là, il va monter en dynamique et il sait très bien faire des campagnes électorales. Donc oui, lui, face à Jordan Bardella, il sera, on va dire, plus facilement éjecté au second tour, en tout cas. Mais ce serait quand même relativement catastrophique quand même d'avoir ça comme deuxième tour, Bardella face à Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je pense que la France mérite mieux en termes de débat politique et démocratique. Mais vous savez, quand on voit dans quel état Emmanuel Macron a mis la France et a mis la classe politique, finalement, on récoltera que ce qu'on aura semé, tous collectivement d'ailleurs. Rost, à vous. Rost est avec nous ce soir. Rost, on a beaucoup parlé de vous lors des 7 premières minutes de cette émission sans jamais vous voir à l'écran. Bonsoir Rost, comment allez-vous? Bonsoir, écoutez. Il est au paradis ce soir, donc ça va bien. Justement, j'aimerais qu'on y aille tous, mais bon, il y en a beaucoup parmi vous qui n'iront pas, mais je le déplore, mais c'est comme ça. C'est gentil. Je ne vais pas le prendre pour moi, mais bon, je ne prends pas pour moi. Je suis quelqu'un de très bienveillant. C'est une punchline d'un ancien rappeur, on comprend, voilà, toujours la exactement, c'est ça. Rost, j'ai une autre punchline sur laquelle j'aimerais vous entendre. Écoutez bien cette phrase. On peut aimer Israël et détester Benyamin Netanyahou, ce qui est mon cas. Comme on peut soutenir le peuple palestinien, ce qui est mon cas, et détester le Hamas. Mon seul discours politique, ça a été libérer les otages. On voit à l'écran, c'est Arthur qui signe cette déclaration lors d'un entretien avec des lecteurs du Parisien. Que pensez-vous de cette phrase? Eh bien, écoutez, je trouve que c'est le résumé le plus intelligent que j'ai entendu depuis très longtemps, par des gens qui, entre guillemets, ont soutenu à demi-mot pour beaucoup de gens, d'ailleurs, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Israël actuellement. Et je trouve que là, cette déclaration, elle est importante pour plusieurs raisons. C'est que nous tous, en tout cas moi de mon côté, qui depuis le début dans cette émission me bat avec une précaution que certains ne remarquent même pas, qui est de ne jamais dire Israël. Je ne dis presque jamais Israël. Je parle toujours de Netanyahou et de son gouvernement. Parce que je fais la distinction entre ce qui se passe, et je sais qu'il y a des gens là-bas qui se sont battus, qui continuent de se battre pour que cesse ce qui se passe actuellement et les massacres qui ont eu lieu, encore une fois, et là je vais répondre très rapidement, en quelques secondes, c'est Marilyn qui a parlé tout à l'heure, oui, de la CPI. Pardon, mais moi déjà, j'ai rarement utilisé le mot génocide ici. La seule fois où j'en ai parlé, c'est quand les historiens avaient commencé à travailler sur le sujet et qu'ils commençaient à parler de génocide par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc, en plus de ça, aucune enquête pour l'instant, de façon concrète, à part les instances, les organisations qui étaient sur place, on dit ce qu'ils avaient vu à l'époque. Aujourd'hui, si vous voulez que les choses soient autres, il n'y a que lorsque l'enquête sera faite, lorsqu'on ouvrira l'accès, lorsque l'armée israélienne ouvrira l'accès aux uns aux autres, et pour que les gens fassent leur boulot, il n'y a qu'à partir de ce moment-là que vous pourrez me convaincre de ce que vous venez de dire. Merci en attendant, beaucoup. Ce ne sont que des supputations et ça n'a aucune influence sur ma façon de voir des choses et de dire les choses. Merci beaucoup à tous les quatre. Découvrons maintenant quels débatteurs ont remporté les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « Accord États-Unis-Iran-Israël, a-t-il de quoi s'inquiéter ?» Vous êtes d'accord à 78% avec Myriam Azoghi-Alvax. Et à la question « Accord États-Unis-Iran, l'opposition israélienne aurait-elle fait mieux que Benyamin Netanyahou ?» Vous êtes cette fois d'accord à 79% avec Meir Habib. Vous connaissez désormais votre quatuor du soir ainsi que les grands gagnants
de l'émission d'hier. Passons sans plus tarder au premier débat de cette émission. Un débat introduit par les dernières informations de notre envoyé spécial à la frontière entre Israël et le Liban. Bonsoir Matthew Winding. Que se passe-t-il en ce moment dans le nord d'Israël et au Liban ? Oui, bonsoir Raphaël. Donc depuis Kiryat Shmona, nous avons vu passer des hélicoptères de combat de type Black Hawk, entendu des interceptions, entendu également des explosions de l'autre côté de la frontière libanaise, ainsi que des tirs d'artillerie. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Tsahal a annoncé que des opérations au sol avaient lieu au-delà de la ligne jaune. La ligne jaune délimite la zone de sécurité de Tsahal au sud Liban, et donc des opérations terrestres ont débuté aujourd'hui. Il s'agit de démanteler les sites de lancement de drones à fibre optique. Ces drones à fibre optique sont une véritable menace pour Tsahal au sud Liban. Plusieurs soldats ont perdu la vie à cause de ces drones et d'autres ont été blessés. Donc au début du Conseil de sécurité, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que des solutions novatrices et créatives allaient être trouvées pour contrer cette menace des drones explosifs. Merci beaucoup Matthew Winding pour toutes ces précisions et cette atmosphère tendue sur le front nord a inspiré l'équipe de SAS Débat. Nous avons posé 7 questions à nos invités. Tsahal doit-elle frapper Beyrouth en réponse aux attaques de drones du Hezbollah? Caroline Portes a répondu oui et Rost a répondu non. SAS Débat saison 1, épisode 88, face à face numéro 1. C'est parti. Ah, ça a coupé. Ah, il y a un problème de son. Alors, on va... Alain, ça a coupé. Ça a coupé, il y a un problème de son. Alors, on va lancer le jingle, on va lancer Caroline Portes. Nous, on vous entend à l'antenne. Ce que je vous propose, c'est de lancer le jingle tout de suite et on va écouter Caroline Portes et on laissera Ross répondre juste après. Premier débat, face à face, c'est parti. Le temps qu'on arrange le problème de connexion à Paris, Caroline, pas tarder. Je vous laisse lancer votre chronomètre pour voir la minute. Et vous avez 1 minute pour je démarre. Allez-y. Je démarre. Alors, évidemment qu'il n'est pas question d'exclure une partie du territoire libanais si les terroristes s'y cachent. L'idée, évidemment, n'est pas de raser la capitale, n'est pas de raser Beyrouth, mais bien, comme le fait toujours Tsahal, de cibler ses attaques. On sait que le Hezbollah, aujourd'hui, ce n'est pas une simple milice locale, c'est clairement le bras armé le plus puissant de l'Iran au Liban. Et pour cause, l'Iran demande d'ailleurs l'arrêt des combats contre le Hezbollah dans le cadre des négociations qui sont en cours. Ces terroristes, on le sait, et vous l'avez rappelé, sont équipés de roquettes, mais surtout font usage depuis un certain temps de drones à fibre optique et de drones cellulaires qui se détectent comme un téléphone, donc qui sont très très difficiles à détecter par Tsahal et qui malheureusement tuent des soldats quasiment chaque jour. C'est ce que s'appelle d'ailleurs Mathias Imbar, cette guerre low cost. Donc évidemment, il n'est pas question d'empêcher l'armée israélienne de se défendre et de faire tout pour intercepter ces drones. Je crois d'ailleurs qu'il y a déjà une entreprise qui est liée. Elbit, qui est là pour mettre en place un système de défense justement contre ces drones. Ross, c'est à vous. Alors, normalement, nous sommes censés être dans une période de cessez-le-feu. Or, on se rend compte depuis un bon moment que les bombardements continuent. Il y a des images qui sont extrêmement violentes, qui circulent, qu'on voit tous les jours, avec des villages entiers évacués, des gens sur la route, des gens qui n'ont rien demandé et dont on a détruit les maisons, on a détruit des villages entiers. On a même vu la statue de Jésus massacrée d'ailleurs par des soldats de Tsahal, de l'armée israélienne. Et au départ, en plus, on nous avait raconté que c'était pas eux. Après, finalement, l'armée a quand même reconnu que c'était le cas. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu ces enfants qui ont été tués aussi lors d'un bombardement. Et qui avait le fameux mercredi noir qu'il y avait eu au Liban. Beyrouth, normalement, n'était pas censé être touché. Or, ça continue. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils l'ont dit, si ça continue, ça risque de mal se terminer. Un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Si vous ne le respectez pas, ne vous étonnez pas qu'en face, ça ne soit pas respecté non plus. Marilyn, est-ce que vous êtes d'accord avec Caroline ou avec Rost? Entièrement d'accord avec Caroline, dans le sens que, il n'y a pas de cessez-le-feu, c'est un leurre. On est attaqué régulièrement par le Hezbollah.
Donc le Nord est en guerre. En fait, tout Israël est en guerre parce qu'il n'y a pas un Israël, une moitié d'Israël ou un autre moitié. On n'est pas deux pays en Israël. Donc Israël est attaqué, tout le Nord, tous les habitants, donc des villes, le Kiryat Shmona, Metula, Carmiel, tous les jours. Moi, j'ai plein d'amis qui vivent là-bas et à la frontière et tout. Tous les jours, il y a des tirs, hier des maisons. Moi, ce que je demande, c'est que mon Premier ministre tienne sa promesse quand il avait dit, autant pour le Sud que pour le Nord, les tirs sur Kiryat Shmona, ça sera des tirs évidemment ciblés. Hein, je ne parle pas du tout de toucher des civils libanais, mais ça sera les tirs sur Daria, là où se trouve le Hezbollah. Ça doit être la même chose. Il ne faut plus faire de concessions maintenant. C'est contre le terrorisme, pas de concessions. Barbara Lefebvre, selon Al Jazeera, l'Iran a averti les États-Unis que toute frappe israélienne à Beyrouth menacerait les négociations. Est-ce qu'Israël a les mains liées par les négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis? Non. Non, alors je crois absolument pas. De toute façon, vraiment, il faut vraiment rappeler qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'information qui arrive de Téhéran, c'est l'information d'un État totalitaire. C'est comme si on prenait le régime nord-coréen au pied de la lettre quand ils nous disent ce qui se passe en Corée du Nord et en Corée du Sud aussi. Non, mais vraiment, aujourd'hui, le peuple iranien est réduit complètement au silence. On ne sait pas ce qu'il vit, on ne sait pas ce qu'il pense. Alors aujourd'hui, les gardiens de la révolution disent « si vous faites ça, Israël, eh ben vous verrez, on arrêtera de négocier ». Le lendemain, les négociations avancent bien. Le lendemain, on va enrichir l'uranium. Le lendemain, on veut bien les donner. Je vais vous dire, quand j'en vois ici qui se moquent de Trump et de ses tergiversations, c'est rien à côté des soi-disant grands joueurs d'échecs iraniens. Pour l'instant, je pense qu'ils sont complètement eux-mêmes dans le brouillard, comme tout le monde d'ailleurs, et ils essaient de continuer à fanfaronner. Je crois qu'Israël n'a rien à craindre des Iraniens dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, le Hezbollah, en grande partie, est en autonomie. Ils envoient leurs drones. Le soutien des gardiens de la révolution sur place auprès des Iraniens, il a été largement décapité par les Israéliens au début de la reprise du conflit. Et tant que le Hezbollah continuera à attaquer, Israël doit se défendre. Caroline, au Liban, le moufti de la République, comme on l'appelle sur place, le cheikh Abdelatif Derian, a apporté son soutien à l'État libanais dans les négociations directes avec Israël parce qu'il y a une réunion prévue à Washington vendredi entre les deux pays, bien qu'il y ait des tensions entre Israël et le Hezbollah. Les négociations se poursuivent entre l'État libanais et l'État israélien. Et il a également, ce leader religieux, fustigé, sans le nommer évidemment, le Hezbollah, qui refuse les pourparlers directs avec Tel Aviv. On va suivre ces négociations qui sont importantes. C'est une très bonne chose. Et c'est encore la preuve que Israël n'est pas en guerre contre le Liban, mais bien en guerre contre le Hezbollah. Et que ce n'est pas encore une fois Israël qui a déclenché cette guerre. Israël se défend contre les attaques du Hezbollah. Et bien évidemment que tous les mouvements de paix avec le Liban sont salutaires et doivent être poursuivis, bien évidemment. Et alors, c'est maintenant tout de suite le moment de passer à la suite de cette émission. On a fini pour ce premier débat concernant le Liban et évidemment la situation sécuritaire et les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Il y a toutes des implications et des imbrications dans cette histoire. Le chef du Shin Bet, David Zini, a rencontré l'ancien chef de la sécurité de Gaza, de l'autorité palestinienne en exil, Mohamed Dahlan, lors d'une récente visite aux Émirats arabes unis, a rapporté mardi la chaîne de télévision publique israélienne Cannes. Accueillons tout de suite, pour en parler, notre invité de l'interview du Tac au Tac. Bonsoir Claude Moniquet, vous êtes expert en contre-terrorisme. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Alors, pourquoi, selon vous, une telle rencontre entre David Zini et Mohamed Dahlan ? D'abord, bonsoir à tous. Mais en fait, c'est une rencontre qui était plus que nécessaire, étant donné que les projets de Donald Trump autour de Gaza ont tendance à patiner légèrement. En fait, il ne se passe rien. On est toujours au niveau zéro pour ce qui concerne le démantèlement, en tout cas le désarmement du Hamas. Bien au contraire, même le Hamas continue à dire qu'il entend jouer un rôle
dans l'avenir de la bande de Gaza. On voit différents pays ont dit qu'ils étaient prêts à envoyer des contingents pour maintenir l'ordre et la sécurité dans la bande de Gaza, mais ça reste quand même très nébuleux. Et pour le moment, ce sont des engagements qui sont essentiellement verbaux. Donc on voit assez mal comment les choses pourraient évoluer sans qu'il y ait à un moment donné une personnalité relativement incontestable, voire tout à fait incontestable, qui prennent le lead et qui décident de s'investir dans l'affaire. Et cette personnalité pourrait éventuellement être Mohamed Darlan. Mais Mohamed Darlan, on parle de la situation dans la bande de Gaza, mais peut-être qu'il pourrait jouer aussi un rôle dans l'après-Mahmoud Abbas à Ramallah. Bien entendu. Alors, il faudrait qu'il le veuille. Là, c'est de lui que ça dépend. Du reste, même sur Gaza, Mohamed Darlan dit moi, ça m'intéresse pas. Je n'ai aucune envie de prendre la tête d'un gouvernement quelconque ou d'une autorité quelconque qui gouvernerait Gaza. Donc, en fait, les projets pour le moment restent flous. Il reste que c'est une personnalité qui a l'avantage d'être apprécié par beaucoup de Palestiniens, d'avoir la confiance des Israéliens, parce que les Israéliens le connaissent bien. Il a négocié, il avait participé aux négociations des accords d'Oslo, il avait participé à convaincre les Émirats arabes unis de rejoindre les accords d'Abraham et d'ouvrir des relations diplomatiques avec Israël. Il a d'excellents contacts avec les services de renseignement israéliens, mais également américains, avec Russes, Européens. Il connaît beaucoup de monde, il a la capacité de rassembler autour de lui des appuis étrangers. Donc ça pourrait être quelqu'un qui pourrait à la fois être tenu en réserve pour Ramallah et pour Gaza, mais l'urgence, très clairement, enfin à mon avis en tout cas, c'est plus Gaza que le territoire, que la Cisjordanie. Et Claude Moniquet, et cette rencontre, elle s'est tenue aux Émirats arabes unis, et évidemment, ce n'est pas anodin dans le contexte actuel de Donald Trump qui pousse à l'extension des accords d'Abraham. Tout à fait. Alors, même en dehors du fait que Donald Trump pousse à l'extension des accords d'Abraham, ce qui est tout à fait louable, mais qui peut sembler un peu prématuré. On voit mal l'Arabie saoudite, dans le contexte actuel, entrer dans les accords d'Abraham. Et quand Donald Trump va plus loin et dit que l'Iran serait bienvenu s'il voulait entrer dans les accords, là, on est dans la fiction la plus absolue. Mais au-delà de ça, même en dehors de cette pression de Donald Trump qui lie les accords d'Abraham aujourd'hui au règlement du conflit autour de l'Iran, les Émirats arabes unis sont un partenaire fiable. Les Émirats arabes unis ont l'oreille des États-Unis, ont une influence régionale qui ne cesse de croître, qui en fait d'ailleurs un rival important de l'Arabie saoudite. C'est un pays qui est amené à jouer un rôle de plus en plus important dans le Golfe et qui en même temps prend une certaine indépendance. Le fait que les Émirats aient annoncé qu'ils allaient quitter l'OPEP montre bien qu'ils sont en train de se profiler comme une puissance totalement indépendante et qui agit dans son propre intérêt, bien entendu, ce qui est tout à fait légitime, mais qui est à la recherche de partenariats internationaux intéressants. Et il ne vous a pas échappé, et je pense qu'il n'a pas échappé à nos spectateurs, que depuis le début de la guerre en Iran, on a eu toute une série de déclarations extrêmement importantes de personnalités qui sont très proches, qui sont des conseillers proches du président Ben Zayed, des Émirats, qui disaient qu'à la fin de la guerre, les relations entre Israël et les pays arabes du Golfe seraient totalement différentes et qu'il y aurait beaucoup plus d'imbrégation entre Israël régionale, d'imbrégation régionale entre Israël et les pays du Golfe. Donc oui, effectivement, le fait que Darlan vive depuis 2011 aux Émirats, enfin à Abu Dhabi en l'occurrence, qu'il soit très proche du président Ben Zayed, dont il est un conseiller, qu'il ait en même temps l'oreille des Israéliens et des Américains, fait qu'il est, à la fois lui est une personnalité importante pour l'avenir, mais ça montre aussi que les Émirats ont encore un rôle important à jouer dans la construction d'une paix que tout le monde espère et d'une solution que tout le monde espère, une solution politique à la question israélo-palestinienne. Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. En une minute, une réaction. Je pense que c'est une excellente analyse. Et je pense que le souhait d'avoir des accords politiques, c'est dans l'intérêt d'Israël, en fait. Il faut absolument qu'Israël fasse des accords avec les modérés. Et donc, il faut aller chercher les modérés, où ils soient.
Actuellement, s'ils sont aux Émirats, il faut aller les chercher aux Émirats, etc., etc. Moi, je l'ai toujours dit depuis 2014. C'est pour ça que j'ai créé Women Watch Peace, le grand mouvement de paix de droite, centre-gauche. Parce que justement, c'est pour montrer qu'en Israël, il y a une vraie volonté, aussi à droite, au centre et à gauche, d'arriver à des accords politiques, sans aucune illusion. D'ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions, on le sait très bien, et encore plus après le 7 octobre, c'est dans notre intérêt. Rapidement. Je suis d'accord avec Marilyn, c'est tout ce qui va dans le sens de la normalisation des relations entre Israël et ses voisins, c'est une très très bonne chose. Je suis plus sceptique concernant Gaza, parce qu'à chaque fois, tout le monde se désintéresse de la situation, parce que c'est pas simple. Il y a même le Conseil de la paix, le restreint du Conseil de la paix, qui a affirmé clairement que le Hamas ne faisait que se réarmer. Et donc, ça va être encore une vraie difficulté à affronter. Je l'ai dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Merci beaucoup. Oui, mais... Barbara, en 10 secondes, avant la pub. Oui, mais Dahlan est né à Khan Younes. C'est un Gazaoui. Il connaît très bien Gaza. Il en a été chassé en 2007. Puis, c'est l'autorité palestinienne qui l'a chassé en 2011. Et je pense quand même aussi que si on est au courant de cette rencontre entre un chef important israélien et Dahlan, c'est que c'est un personnage... להשאיר חותם. מה זה אומר? כן, כן. להיות מפורסם. עוד מישהו? להאיר לעולם את הדרך. מתחממים. להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. יוריקה! אתה. להגיע הכי רחוק שאפשר. למתוח את הגבולות האנושיים. זה להשאיר חותם. מתחילים? יש הרבה דרכים להשאיר חותם. רובן מתחילות בטכניון. Leave a mark. Et si votre impôt sur la fortune immobilière vous permettait de sauver des vies? En soutenant le Magen David Adom, vous contribuez au financement d'ambulances, de matériel de secours et à la formation des équipes médicales sur le terrain. Votre don est déductible à 75% de votre impôt IFI. Agissez dès maintenant sur MDA- Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire. Faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet. Innovation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. Innovation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. Innovation, tous les mardis sur i24 News. Besoin d'être toujours connecté à l'actualité? Reportages, débats, interviews, analyses d'experts. Accédez à tous nos programmes où que vous soyez depuis votre téléphone, votre tablette ou votre Smart TV. Partout, tout le temps, avec l'application i24 News, retrouvez la chaîne en direct et en replay, les articles et analyses. Alors ne perdez pas une minute, téléchargez dès maintenant l'application i24 News. Parce
qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. Sur le plateau d'i24 News, toujours avec Caroline Sportes, Marilyn Smadja, Rost et Barbara Lefebvre. Barbara, je vous prie d'accepter nos excuses. Je vous ai lancé en 10 secondes sur un sujet aussi compliqué que ça. Il y a eu la publicité, mais je pense qu'on a évidemment, nos téléspectateurs ont compris vos propos. Et voilà, il y a eu une coupure, mais c'était plus vers la fin de vos propos. Ne vous inquiétez pas. On va passer tout de suite. Vous saviez que 10 secondes ne suffisent pas à Barbara. Donc, c'est jamais. Passons tout de suite au second débat de cette émission. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a déclaré en privé au leader évangélique et allié de Donald Trump, Mike Evans, qu'il était prêt à reconnaître Israël aujourd'hui. Mais que son père, le roi Salman, restait le principal obstacle. Mike Evans s'est confié au Jérusalem Post lundi lors d'une visite en Israël. Cette révélation a inspiré l'équipe de SAS Débat. Nous avons posé cette question aux débatteurs du soir. Croyez-vous en une normalisation imminente des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite? Claude Moniquet, il a dit non tout à l'heure. On verra ce que vont dire nos débattrices ce soir. Marilyn Smadja a répondu oui. Barbara Lefebvre a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 88, face à face numéro 2. C'est parti. Marilyn, vous êtes l'optimiste de la bande. Vous commencez. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Barbara, vous enchaînez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Parfait. Marilyn, c'est à vous. Alors, je pense que d'abord, le mot imminent n'est pas le bon mot. On a entendu l'analyse d'ailleurs tout à l'heure. Ce ne sera pas imminent. Mais par contre, on voit des signes avant-coureurs de possibilité d'accélérer justement le processus avec l'Arabie Saoudite. Trump hier a demandé à l'Arabie Saoudite et au Qatar de rejoindre les accords d'Abraham. Probablement aussi, ça sera une compensation à l'échec partiel des négociations avec l'Iran et les proxys. Netanyahou aussi voudra accélérer justement ce processus pour justement aussi couvrir ses propres échecs partiels, puisqu'on n'a pas la victoire totale promise qu'il nous a promise contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre le Hamas, et on se rappelle aussi de terribles échecs du 7 octobre. Les deux en plus sont proches des élections, donc ils vont devoir accélérer. Trump cherche le prix Nobel et marquer l'histoire, et Netanyahou cherche la grâce et un 7e mandat. Barbara, c'est à vous. Promis, on ne vous coupe pas. Non, mais bien sûr, j'appelle de mes voeux un élargissement des accords d'Abraham, ça c'est sûr, et on espère un jour aussi les accords de Cyrus avec un Iran débarrassé des mollahs et des gardiens de la Révolution, mais c'est beaucoup trop tôt. Et par ailleurs, on a évoqué le Qatar, mais Donald Trump, dans ses envolées, a aussi parlé de la Turquie, du Pakistan, enfin bref, il veut embarquer tout le monde. Et là, ça va être vraiment autre chose, parce qu'on a d'un côté des États qui sont complètement proches, voire noyautés par les frères musulmans, et on a l'Arabie Saoudite qui, elle, justement, comme les Émirats Arabes Unis, est très hostile aux frères musulmans. Donc, moi, j'espérerais des accords d'Abraham pour aller vers des accords d'Abraham et une paix sur le modèle de ce qu'on a obtenu avec les Émirats Arabes Unis et avec le Maroc, mais certainement pas une paix froide comme on l'a avec l'Égypte. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est encore beaucoup trop tendue, beaucoup trop à chaud. Il faut d'abord régler la question de l'Iran et de ses proxys. Et une fois que la question de l'Iran et de ses proxys aura été réglée, on passera aux accords d'Abraham. Mais merci je pense beaucoup. Que traiter tous les sujets en même temps, c'est à coup sûr les bâcler tous. Rost, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec l'argumentaire de Marilyn ou avec celui de Barbara à vos côtés? Écoutez, moi je pense que l'analyse qui a été faite tout à l'heure de je ne sais plus comment Claude Moniquet. Claude Moniquet. Voilà, est extrêmement intéressante et très juste. Au vu de ce qu'on connaît dans la région, on sait que je pense que s'il s'agissait juste de
MBS, il serait tenté d'aller vers une solution de ce type. Par contre, on sait que son père est très attaché à la Palestine, et d'ailleurs, et à juste titre. Je pense personnellement, Barbara disait tout à l'heure, parler de Trump, des Iraniens en disant oui, un jour il dit ça, et puis le lendemain, etc., etc. Trump, c'est pas mieux, on le sait. D'une minute à l'autre, il est capable de dire tout et son contraire, donc on le voit très bien. Et là, de rajouter en plus que la situation, par exemple, de l'Iran ne se réglerait que si les uns et les autres rentrent dans les accords d'Abraham et reconnaissent aussi Israël. Je suis désolé, mais on ne va pas s'en sortir. Donc, il y a un moment donné, je pense que la situation actuelle, déjà, on doit régler ce qui se passe en Iran, régler ce qui se passe au Liban, et ensuite, on peut commencer à élargir, sans quoi, je pense que de toute façon, on va pédaler dans le vent pour rien du tout. Caroline, officiellement, l'Arabie Saoudite conditionne cette normalisation, comme le disait très bien Rost, à la création d'un État palestinien, mais officieusement. On sait qu'il y a des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il y a des relations sécuritaires qui existent entre ces deux pays. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut prolonger cette coopération discrète entre les deux pays. Oui, c'est certain. C'est certain. Je suis un peu d'accord avec tout le monde là, pour le coup, sur le plateau, parce qu'il y a des choses très judicieuses qui ont été dites. Effectivement, ça va encore dans le sens de la normalisation. Je pense que imminent, non, parce qu'il y a trop de choses à régler avant. Il y a effectivement le problème de l'Iran, il y a le problème du Hezbollah, le problème de... Alors pourquoi ce coup de pression de Donald Trump ? Alors ça c'est Donald Trump. Il n'est pas facile à comprendre. Hein. C'est vrai que même si on est partisan de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit, ça peut changer chaque jour quand même. Il parle du Qatar, de la Turquie, du Pakistan, de l'Iran. Bon, ça, on a compris que c'était presque quelque chose d'utopique. Voilà. On est très très loin. Oui. L'Arabie Saoudite, ça l'est moins pour le coup. L'Arabie Saoudite, ça l'est moins. C'est pas imminent, mais moi, je dirais que c'est en bonne voie. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de dossiers à régler avant, énormément. Mais sur l'Arabie Saoudite, il y a un point de vue de MBS qui était intéressant aussi dans cet entretien. D'après ce que dit Evans, ça on ne sait pas. Il a dit également qu'il ne pouvait pas y avoir Jérusalem coupée en deux capitales. Il a dit que Jérusalem devait rester, il l'a dit à demi-mot, mais que Jérusalem devait rester unifiée, capitale d'Israël. Et par ailleurs, concernant les positions d'MBS sur les Palestiniens, il y a des diplomates français qui se sont rendus en Arabie Saoudite il y a peut-être un an, quelque chose comme ça. Il y avait encore la guerre à Gaza. Et ils ont été stupéfaits des propos de MBS concernant les Palestiniens, pas seulement concernant le Hamas, mais concernant le fait qu'en gros, c'était impossible de trouver une solution avec les Palestiniens, que quand on se tournait vers l'autorité palestinienne, on ne pouvait pas compter sur eux, que le Hamas, c'était l'horreur absolue, que c'était ingérable, que les populations palestiniennes étaient abandonnées là-dedans. Et il a eu des propos extrêmement durs. Et les diplomates français sont revenus en se disant « Oula, avec Ben Salman, on n'a pas... » je parle de la diplomatie française. La diplomatie française n'est pas aidée puisqu'on sait de quel côté se trouve la diplomatie française. Donc c'est très intéressant de voir où se place MBS. D'abord, je suis d'accord avec Barbara de ce qu'elle vient de dire et je le sais directement de l'ambassadeur Patrick Maisonneuve et qui était en Israël avant, a été envoyé par la France en Arabie Saoudite maintenant. Une des raisons aussi, c'était justement pour consolider les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, parce qu'il connaît très très bien Israël. Moi, j'ai fait partie des premiers processus des accords d'Abraham. Donc ça remonte à il y a 15 ans, avec justement des ministres du Likoud. À l'époque, personne n'y croyait. Personne ne croyait qu'on pourrait signer ces accords et tout. Et ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ça ne sera pas imminent. Mais s'il y a un désaccord à signer, ça sera d'abord avec l'Arabie Saoudite. L'erreur qui est faite, à mon avis, dans l'analyse, là maintenant, c'est de penser qu'on doit régler d'abord l'Iran. On ne pourra pas, on l'a vu maintenant. Il va y avoir des accords, probablement des accords, qui n'ont pas été encore signés, ok ? Mais pour Israël, ils sont soit mauvais, soit une catastrophe. Pour le moment, c'est un petit peu ce qui est en train de se dessiner. Ouais, donc, je pense que ça sera Pour vous, il n'y a pas un bon accord. Il n'y a pas un bon accord pour le moment. Il n'y a pas un bon accord, par rapport à l'Iran. Mais par contre, ce que je pense, ce sera une compensation, une consolation. Et Trump en a besoin et Netanyahou en a besoin. Donc je pense qu'ils vont accélérer autant qu'ils pourront le processus avec l'Arabie Saoudite. Plutôt optimiste sur l'Arabie Saoudite, plutôt pessimiste sur l'accord en cours de négociation entre l'Iran et les États-Unis. Rost, je vous accorde le mot de la fin sur ce débat et après on passe au tour de l'info. Allez-y, Rost.
Non, mais de toute façon, alors, il n'y a jamais de bon accord. Il y a un accord qui permet d'avancer ou pas. C'est tout. Il n'y aura aucun bon accord après ce qui s'est passé. Parce que de toute façon, on parle de quelqu'un qui est sorti du traité de non-prolifération nucléaire. On parle d'un pays qui n'a pas signé du tout, d'ailleurs, ça. Et puis, on parle d'accords qui avaient été signés par Obama et que Trump desquels Trump s'était retiré. Et maintenant, on est en train de renégocier les mêmes accords. Et en plus de ça, on a le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, qui était un passage, entre guillemets, fluide, qui va aujourd'hui devenir un passage avec des taxes et comme un espèce de péage, même si aujourd'hui, il retire le mot péage, ça va être quand même, il y a quand même une institution qui a été montée pour ça, et on voit que finalement, on est en train de revenir à des choses qui sont, enfin, donc au final, et en plus, je pense que Netanyahou, lui, il a envie de continuer cette guerre, là où Trump, lui, a juste envie de sortir et de faire plaisir, entre guillemets, à sa base MAGA qui est en train de le lâcher. Et on a vu d'ailleurs même aux États-Unis aujourd'hui, c'est la première fois que ça arrive, où on a plus de 60% des personnes, des Américains, qui sont contre ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement israélien. Merci. Je veux juste compléter quelque chose qu'a dit Rost. Rapidement. C'est impossible de compléter parce que sur Hormuz. Attendez. Non. Je veux juste compléter sur Hormuz. Sur Hormuz, dans la loi du Parlement iranien, les câbles sous-marins Internet sont aussi concernés par les taxes. Donc je ne crois pas personnellement que Google, Meta, Microsoft et compagnie ont envie de céder leurs droits de maintenance et des paiements astronomiques au régime de Téhéran. Donc il faut réfléchir à ce point aussi. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce débat concernant la normalisation et qui évidemment concerne toute la région, l'Iran, Israël, le Liban, tout ça, c'est lié. C'est maintenant l'heure du tour de l'info. Barbara Lefebvre, on commence avec votre information. Nous l'avons appris il y a quelques heures. Le Shin Bet et la police israélienne affirment avoir démantelé une cellule terroriste de Jérusalem recrutée par l'ami de la gauche française et en particulier de la France insoumise, Salah Hamouri, depuis la France. Est-ce que vous tombez de votre chaise en apprenant cette nouvelle, Barbara Lefebvre ? Non, comment voulez-vous que je tombe de ma chaise ? Il a été condamné pour avoir tenté de fomenter un attentat, il a fait de la prison, il a été libéré et renvoyé dans le pays dont il détient la nationalité, c'est-à-dire la France. Non, je ne suis pas étonnée. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire sa page Wikipédia, ça vous permettra de comprendre qui aujourd'hui rédige les notes Wikipédia. C'est truffé de mensonges concernant Salah Hamouri. Mais comme vous l'avez dit, c'est l'icône de la gauche. C'est pas que de la France insoumise, ils y sont tous allés de leur pétition à l'époque. Et quand il a été expulsé d'Israël, ils ont parlé même de déportation. Écoutez, en tout cas, c'est nous qui l'avons récupéré. Et depuis la France, ils fomentent des attentats. Mais moi, je serais pour qu'on le renvoie, puisqu'apparemment, c'était un attentat en partie d'ailleurs au service de l'axe chiite. C'est ce qui a été donné comme indication. Moi, je suis pour qu'on l'envoie plus directement à Téhéran. Parce qu'après tout, peut-être que là-bas, il pourra s'épanouir. Parce qu'ici, à chaque fois qu'il essaie de faire des conférences, heureusement, les préfectures l'empêchent de faire des conférences. Donc, il pourra peut-être faire ses conférences à Téhéran. Et j'invite tous nos téléspectateurs à retrouver toutes les informations sur ce dossier de notre expert défense, Mathias Inbar, sur les réseaux sociaux d'i24 News. Il était en direct tout à l'heure dans la grande édition de David Neyman. Si vous n'avez pas écouté, je vous invite à retrouver ça. C'est sur les réseaux sociaux de la chaîne. Caroline, vous vouliez réagir ? Non, parce que j'entendais dans l'oreillette Ross qui disait n'importe quoi. Donc voilà, je m'interroge sur cette réaction, mais peut-être va-t-il nous répondre. Ross, on vous écoute. Non, mais j'ai rien à dire là-dessus. Je vous laisse faire votre propagande. Puis, notre propagande. C'est pas de la propagande, c'est des informations. Quand on n'a rien à dire, on répond ça. Voilà, ce sont des informations. Pardon, oui, c'est pour ça que j'ai rien dit. Oui. Voilà. On va passer à une autre information. Marilyn, un article de nos confrères de Libération, écoutez bien. Les secousses se poursuivent 4 jours après le retour des activistes français de la flottille pour Gaza emprisonnés et humiliés sur le sol israélien 48 heures durant. Article de Libération. Après les condamnations unanimes, Sébastien Lecornu a dit mardi à l'Assemblée, lors d'une réponse à la présidente des députés écologistes Cyrielle Châtelain, qu'il envisageait une saisine de la justice française pour
le traitement odieux, je cite, infligé par le gouvernement israélien à ses ressortissants qui étaient au nombre de 37 sur plus de 400 passagers. Marilyn, une réaction. D'abord, est-ce qu'il a fait faire une saisie de la justice sur l'Espagne, sur l'Autriche? Première exactement. question. Il faut expliquer pourquoi, parce que tout le monde n'est pas au courant. Alors déjà, d'abord, les Israéliens, Tsahal, l'armée israélienne et l'État d'Israël se sont très bien comportés avec la flottille, avec les membres de la flottille. Le seul qui a vraiment bousillé ce travail et le travail du ministère des Affaires étrangères, auquel je suis aussi attachée en tant que bénévole, c'est Ben Gvir qui est un extrémiste, et je condamne, moi, cette attitude. C'est-à-dire, je le dis, nous sommes contre, à raison gardée, cette attitude. Donc ça, c'est indiscutable. Ben Gvir n'aurait pas dû être là, n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, etc. Même d'un autre côté, le Premier ministre français a vu les images en Espagne, donc battus violemment, en Autriche, la même chose, donc tous ces membres de la flottille. Est-ce qu'il a protégé? Non, c'est encore une fois, c'est toujours Israël qui est mis au pilori, donc 2 poids 2 mesures. Maintenant, autre chose importante aussi, contre quoi il va saisir la justice, contre quoi? Ça, c'est la première chose. Quelles instances? Et si déjà justice, ça doit être les militants ces militants qui soutiennent les barbares du Hamas, qui doivent eux mettre en justice. Donc, et pas le Premier ministre. Donc, à mon avis, c'est qu'une question de choses électorales par rapport à 1 an bientôt. Donc, il a commencé sa campagne électorale désolante, à mon avis. Et la deuxième chose, comme d'habitude, 2 poids 2 mesures par rapport à Israël. Et vraiment, je suis vraiment contre. Non, Marilyn a tout dit, a tout à fait raison. Et il faut rappeler que Tsahal, quand a arraisonné les bateaux, il n'y a pas eu une balle tirée, il n'y a pas eu une violence à déplorer, et on en est ravis. Donc, dès que ça concerne Israël, c'est systématiquement l'obsession d'Israël, alors qu'on a vu des images de la Guardia Civile traîner à terre, battre à terre ces pseudo-militants, qui n'en sont pas, bien évidemment. Et pareil, comme vous le disiez, en Autriche. Et juridiquement, alors là, pour le coup, je m'interroge sur cette éventuelle saisine dont vous faites état. Vous parlez en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, parce que là, je ne vois pas bien sur quel terrain nous allons. Rost, votre information. Écoutez ce slogan. Sionistes hors de notre ville. Un rassemblement contre la venue de Johann Sfar à Marseille. Un collectif militant marseillais a appelé un rassemblement contre la participation du dessinateur et auteur Johann Sfar au festival littéraire Les Beaux Jours, prévu à Marseille le 29 mai. L'appel a été diffusé sur les réseaux sociaux par le collectif Culture en lutte 13 qui accuse l'artiste de soutenir la politique israélienne et critique certaines de ses prises de position sur le conflit au Proche-Orient. Rost, j'ai une question pour vous. Johann Sfar est-il un extrémiste selon vous et mérite-t-il un tel traitement, toujours selon vous? Alors, je vais vous étonner, mais je ne sais absolument pas qui c'est. C'est un auteur de BD, le rap. Ouais, je ne lis pas spécialement de BD. Je ne lis pas de BD, donc je ne connais absolument pas. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, pour vous dire, Johann Sfar est connu, est un militant plutôt classé à gauche de l'échiquier politique, qui organise souvent des groupes de parole entre pro-israéliens et pro-palestiniens. C'est quelqu'un qui a, dans son parcours, toujours milité pour la paix, très critique envers le gouvernement actuel de Benyamin Netanyahou. Donc c'est pour ça qu'on est étonné lorsqu'on voit qu'un militant pour la paix, qui est pour le dialogue et qui s'est toujours affiché comme quelqu'un qui tendait la main, de se faire rejeter comme cela par des militants à Marseille. Rost, si je vous dis Le Chat du Rabbin, peut-être que ça va vous dire peut-être plus. C'est lui qui écrit les fameuses bandes dessinées Le Chat du Rabbin. Voilà. Sincèrement, je ne lis absolument pas de BD. Mais absolument pas. C'est pas un univers que je connais du tout. Mais par contre, sur le sujet, effectivement, si quelqu'un... Moi, je ne suis pas pour qu'on empêche les artistes de parler. Je ne suis pas pour qu'on empêche les artistes de prendre position. D'ailleurs, c'est le rôle des artistes. C'était Brel qui disait que justement, un artiste, c'est quelqu'un qui a mal au monde. Et donc, c'est quelqu'un qui doit
s'affirmer, qui doit prendre des positions. Parfois, elles plaisent, parfois, elles ne plaisent pas. Mais aujourd'hui, si tous les terrains qui permettent de débattre, pourquoi ne pas laisser la personne, dans ce cas-là, venir faire sa conférence, aller échanger avec la personne, débattre avec elle et voir, et ensuite, ses positions, les raisons pour lesquelles elle aurait pu dire ça, les raisons pour lesquelles elle a dit l'inverse. Pourquoi ? Moi, tant qu'il y a du dialogue, il n'y a que le dialogue qui fera avancer notre monde. Donc, tout ce qui empêche le dialogue, de toute façon, moi, je ne trouve pas ça productif. Mais après, encore une fois, je suis désolé, je ne connais pas du tout le milieu de la BD, à part mon ami El Diablo qui fait des BD et qui aujourd'hui vit au Canada. J'avoue que ce n'est pas un univers que je connais. Barbara, on vous écoute sur ce sujet. Non, mais je suis désolée pour Johan Sfar parce qu'il a vraiment mis du cœur à essayer de tenir cet équilibre difficile. Même au moment de la guerre à Gaza, il essayait vraiment de tenir une position d'équilibre, voire d'équilibriste. C'est comme Madame Orwiller. Eh bien voilà, malgré tout, il reste pour les antisémites ce qu'ils sont, c'est-à-dire des juifs, puisque de toute façon, il y a des juifs à exclure, des juifs à sortir du champ public. Et ce qui montre donc bien que tous ces mouvements n'ont absolument rien d'humaniste et de progressiste, puisqu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est à exclure les juifs, et évidemment en les appelant sionistes, mais de toute façon, ça n'est pas une insulte, puisque de toute façon, un juif est forcément sioniste, puisque le sionisme, c'est le retour à Sion, et que ça fait 2000 ans qu'on répète l'an prochain à Jérusalem. Donc, n'importe quel juif qui récite la prière l'an prochain à Jérusalem est un sioniste. Donc, ils n'ont toujours pas compris que ce n'était pas une insulte et qu'au contraire, c'est le cœur de l'âme juive. Donc, ils peuvent toujours continuer à nous traiter de sionistes. Caroline, votre information, on prend cette fois la direction du Canada. Je vous invite à regarder ces images, on en parle juste après. Alors, vous avez bien vu, Caroline, des effigies de Netanyahou, Ben Gvir et Trump, pendues lors d'une manifestation pro-palestinienne au Canada. C'est épouvantable. C'est épouvantable que ce soit permis de faire de telles choses. Je ne vois pas ce qu'il y a de pro-palestiniens là-dedans, en plus. On voit bien que toutes ces manifestations, en fait, ne servent qu'à une chose, la détestation de l'Occident, d'Israël, des États-Unis. Et je suis abasourdie que ça puisse être autorisé. Ces gens-là ne manifestent pas contre les mollahs, ne s'indignent pas des 40 000 civils tués, de tous les jeunes Iraniens qui sont pendus tous les jours dans le silence mondial. C'est abject. Marilyn, ce n'est pas vos copains Netanyahou, ce n'est pas votre copain Ben Gvir, mais là, vous condamnez tout de même. Non, mais je veux dire d'abord, je pense que c'est atroce de voir ça, de voir que le monde va à l'envers, en fait. Vraiment, on est à l'envers. Et en plus, tout à l'heure, on parlait de l'Iran et de possibles accords avec l'Iran. Mais il y a eu aujourd'hui, je crois, aujourd'hui ou hier, le responsable, donc le haut chef d'Iran, qui a dit qu'à partir de maintenant, ils apprendraient dans toutes les écoles et partout qu'il faudrait dire « à mort Israël ». Oui. Donc en fait... Je vous donne l'information. Il a invité les pays musulmans et les pays arabes qui entourent l'Iran à propager les slogans « mort à l'Amérique » et « mort à Israël ». Voilà. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y aura des millions d'enfants maintenant qui vont apprendre à dire, donc c'est les adultes évidemment, mais les enfants, mort à Israël. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce que ça veut dire mort aux Juifs, mort à Israël. Mort aux Juifs, mort à Israël, on l'a vu, 6 millions de Juifs. Et de toute manière, ça sera mort aussi à tous les pays éclairés, parce qu'ils commenceront par les Juifs, mais après... Ça continue en Jordanie, les manuels scolaires sont encore... Donc rejoignez-nous. En Jordanie, les manuels scolaires sont encore... Pour ce tour de l'info, on conclut cette émission, comme d'habitude, par la carte blanche de Julien Assad. Et oui, bonsoir tout le monde, allez Raphaël, est-ce que je vais te parler de la pluie et du beau temps aujourd'hui ? Eh bien sûr que oui. Alors, il fait 32 à Paris, les Parisiens parlent plus de météo que de politique. Alors, dans le métro, ils chuchotent toutes les 5 secondes, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Ils sont comme des merguez oubliés sur un barbecue. Alors, ils sont tout rouges, ils transpirent comme s'ils sortaient de la douche et tiennent des mini-ventilateurs à 2 € comme ceux de ma petite sœur. Bon, d'ailleurs, ils font des expériences scientifiques. Ils mettent le ventilateur devant une bouteille congelée et ils appellent ça la clim. Non frérot, ça c'est Mike Giver en dépression. Bon, et pendant ce temps-là, à Tel Aviv,
Raphaël, à 16h en pleine shrana, tu vas à la plage avec une pastèque sous le bras, 0 crème solaire, le crâne qui brille tellement fort que Google Maps le prend pour un rond-point. J'espère que celle-là t'a plu, Raphaël. Bon, en tout cas, la nouvelle qui arrive à vous plaire, l'Iran aurait décidé de rouvrir Internet après presque 3 mois de blackout. Et honnêtement, tant mieux pour le peuple iranien, parce qu'être privé d'Internet en 2026, c'est comme être privé de Raphaël Hassine en présentateur sur Ça se débat. D'ailleurs, à ce stade, rouvrir Internet, c'est plus de la technologie, c'est de l'humanitaire. Voilà, pendant 3 mois, plus de WhatsApp, plus d'Instagram, plus de YouTube. Les jeunes ont redécouvert les jeux de société et les influenceurs, eux, ont découvert le travail. Voilà, et le retour d'Internet, attention, il sera progressif. Je connais ce mot progressif, c'est comme quand la SNCF te dit le trafic reprend normalement. Tu comprends tout de suite que tu es encore bloqué 4 heures. Mais le problème, après 3 mois sans connexion, les Iraniens devant leur écran, ce sera mot de passe incorrect, mot de passe incorrect. Bon, et pendant qu'en Iran, on redécouvre Internet, ailleurs dans le monde, des IA écrivent des romans, des voitures roulent toutes seules, des robots remplacent des humains. La première chose que tout le monde va faire, c'est pas lire les infos, c'est aller voir qui a regardé leur story d'il y a 3 mois. D'ailleurs, si tu peux liker ma story d'hier, Raphaël, je te au Barba Negra. Allez, à demain. Ainsi s'achève cette émission. Merci à tous les 4. Merci Marilyn. Merci Caroline. Merci Barbara. Et merci Rose. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur i24 News. Tout de suite, un point complet sur l'information avec Myriam Aman. Restez avec nous.